Attendez. Gardez-en. Là, c'est là qu'on va voir mon âge. OK, allons-y, tout le monde. C'est malade. J'ai tellement de chance de pouvoir faire ce genre de truc-là. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je me dis, ces gens-là sont fous. Qu'est-ce que vous faites là? C'est incroyable. OK. Allons-y. Peut-être certains d'entre vous avaient déjà vu, ça remonte, ou lu même, 2000, cette phrase-là, ou dans la bande-annonce du film 99 francs 2007, il y a cette phrase-là qui m'a marqué à l'époque, puis qui m'a jamais quitté. C'est le personnage principal qui est un stratège numérique, non, en fait, pas numérique, un stratège publicitaire, qui dit cette phrase-là. Il dit « Vous croyez que j'embellis le monde? Perdu, je le bousille. » Puis ça, c'est devenu pour moi, vous vous en souvenez, c'est devenu pour moi une préoccupation. Puis c'est une préoccupation qui ne m'a jamais quitté et qui va un peu encadrer l'ensemble de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Deuxième préoccupation que j'ai, il faut que je m'occupe de mes pitons, elle est plus récente, c'est une préoccupation sur la réalité qu'on vit actuellement avec tous les défis que nos médias vivent, qui sont très, très, très intrinsèquement liés à l'univers de la publicité. C'est que les géants, pour ne pas dire les géants étrangers, dominent nos espaces numériques, dominent nos espaces médiatiques. Donc, vous voyez un peu vers où je m'en vais, on a des grands défis collectifs. Puis, c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, je me dis de quelle façon on peut ramener du sens à l'intérieur de tout ça. Heureusement, je ne suis pas le seul à avoir ce genre de considération-là. Les organisations, les agences se sensibilisent, se responsabilisent, ils adoptent des changements de mentalité. On n'a qu'à voir du côté de l'A2C. Hein. Il y a le mouvement Médias d'ici qui est présent. Puis c'est le fun de voir que les grandes marques s'impliquent. Les grandes marques choisissent de réinvestir une partie ou ils s'engagent à investir une partie de leur placement média, de leurs achats publicitaires dans les médias d'ici pour créer un environnement plus sain. Je parle d'une collectivité, nous tous, plus éthique et par le même plus local. Donc souvent, tout ça sont des éléments qui amènent un à l'autre. Le local va amener à un environnement plus sain. Le local, la proximité va créer du sens, de la pertinence. C'est un phénomène qu'on rencontre régulièrement. Merci. J'aurais aimé que quelqu'un rie la blague avec Carl Frédéric. Merci, Carl. Ce que je disais, c'est qu'en fait, le mot paradigme, il marche. C'était un mot qu'on triple avant, puis je veux dire, aujourd'hui, ça passe dans le beurre. Maintenant, c'est intelligence artificielle. Si j'avais dit ça, probablement que là, j'aurais eu plus de points. Donc, on continue. On continue. Ben oui, hein, c'est moi qui l'ai, le point. Donc, ce qu'on veut, c'est responsabiliser nos actions. On veut valoriser l'intelligence. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. Et puis, je me demande tout le temps, y a-t-il une façon de le faire dans notre univers publicitaire? Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est des défis que j'ai rencontrés dans le cadre de ma pratique. C'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé, auxquelles j'ai réfléchi au cours des derniers mois. Mais comme je vous disais, cette préoccupation-là, savoir est-ce qu'on est en train d'améliorer notre monde grâce à la publicité ou est-ce qu'on est en train de le bousiller, comme dit Octave Parango, ça a toujours été présent. Mais toutes les notions sur les défis que nos médias rencontrent, puis l'impact de la publicité sur ces défis-là, ça, c'est quelque chose qui m'habite depuis plus récemment. Donc, je ne pense pas être le seul à avoir ce genre de préoccupation-là. Je sais que dans la salle, il y a des marques, il y a des organismes, il y a des ministères qui ont des défis au point de vue justement de rééquilibrer les achats publicitaires pour les ramener plus locales. Puis, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Merci au WAC. 4e fois que je suis invité au WAC. Je vous disais tantôt, ces gens-là sont fous, eux autres sont encore plus fous. Ils m'ont invité 4 fois. Merci, Joey, de rire d'une de mes blagues, au moins ça aide. Donc, bienvenue à la conférence Sens et pertinence à l'ère des grands défis médiatiques. Je m'appelle Denis Martel, puis mon profil tantôt a été assez long, donc je vais vous épargner. Je voulais dire, tantôt, il y a Zoé de Cossette
qui me disait de préciser que ça, c'est le vieux gabarit. Je suis parti. Ça fait 5 ans que je suis à mon compte. Ça fait 5 ans que je suis en affaires, puis je travaille encore avec mon gabarit de Cossette. Fait que shame. Je me couvre de honte, mais j'aime mieux le divulguer moi-même avant que quelqu'un me le lance me le lance au visage. Donc, je suis aussi producteur, je suis réalisateur, je suis animateur, je me concentre sur la balado-diffusion, la balado vidéo, puis je ne veux pas faire fâcher Stéphane Berthomé qui est avec nous, qui va être en conférence, je lui ai dit ici pour parler de balado. Le balado, c'est exporté aussi en la vidéo, Stéphane. C'est un grand débat dans le monde des créateurs de balado. Je donne des cours en marketing numérique, je donne toutes sortes de cours. J'ai un site web, vous pouvez aller checker ça, sinon vous allez me trouver, j'ai des grosses lunettes noires sur les médias sociaux. Donc, en publicité, on a des différents types d'objectifs, puis ici, on essaie de classer les 2 grands types de campagnes qu'on va rencontrer, puis je sais qu'il y en a plusieurs autres. Puis prenez rien de ce que je vais vous dire aujourd'hui comme des éléments absolus. Je ne suis pas quelqu'un qui débarque sur des scènes puis qui pontifie puis des grandes vérités. Là, je viens réfléchir avec vous. On a 2 objectifs qu'on rencontre souvent, c'est des objectifs de performance et des objectifs d'engagement. Donc, quand on parle de performance, vous allez reconnaître des mots avec lesquels vous êtes familiers parce qu'il y a beaucoup de gens du milieu. On va parler de portée, de fréquence, de trafic, d'acquisition, de lead, de conversion, donc très axé sur la performance. Mais qu'est-ce qu'il y en est quand on a des objectifs qui sont plus axés sur la sensibilisation, la valorisation, l'information, l'éducation, quand on veut humaniser, quand on veut crédibiliser, quand on veut engager, je vais tout vous les lire, quand on veut influencer et quand on veut mobiliser. C'est autre chose. Puis ça vient avec des défis, cette réalité-là. Lorsque l'on veut atteindre ce type d'objectif-là, il faut premièrement adopter le bon médium. C'est le fun parce qu'avec les contenus générés par les utilisateurs, toute cette grande vague-là de contenu qui est arrivée avec les médias numériques, on a cette chance-là d'avoir beaucoup de médiums qui s'offrent à nous. On va en venir aux écosystèmes tantôt. Puis, il y a toutes ces tactiques-là de contenu qui viennent nous aider dans un contexte comme celui-là, à savoir les blogs, le balado, puis la vidéo en est un très important, on le sait, puis je n'ai pas de chiffres à vous sortir, vous allez vous faire bombarder de statistiques cette semaine, donc je vais vous épargner, mais croyez-moi sur parole, la vidéo, ça fonctionne, ça génère de l'engagement, les gens écoutent, les gens cliquent, c'est un médium qui est apprécié. Donc, c'est parfait pour exposer un message plus profond, pour exposer des messages plus complexes. L'autre défi, par contre, qui se présente rapidement quand on regarde la vidéo, c'est l'accessibilité de la production. On a souvent comme défi de trouver à se joindre une production qui est accessible. Je parle d'argent, là. Une vision traditionnelle de la production vidéo, ça coûte cher. Et c'est un autre univers, d'ailleurs, actuellement, qui est en bouleversement. Parlez-en à vos amis producteurs. C'est quelque chose actuellement. Il y a un grand bouleversement. Donc, on vit un changement de paradigme, Carl-Fred. Merci. Bon. Quelqu'un qui souligne. Il y a un inside avec ça. Probablement que je suis rendu le seul qui la connaît. Là. Donc, 2e grand défi, ou 2 ou 3e grand défi. Là, je suis avec le pointeur. Puis, le problème avec ce type de stratégie-là, quand on adopte des tactiques comme la vidéo, des vidéos un peu plus de type traditionnel dans laquelle on investit beaucoup, qui ressemble ni plus ni moins qu'à une publicité télévisuelle qu'on amène sur le web, mais là, on a le défi de la faire connaître. Donc, ce qu'on fait, on va acheter de la publicité, puis c'est paradoxal, on achète de la publicité pour attirer les utilisateurs vers nos vidéos. Donc, on fait appel à la publicité de performance pour générer du trafic vers des tactiques d'engagement. Donc, c'est ce fameux paradigme-là où on essaye d'amener l'utilisateur vers notre contenu, alors qu'en réalité, on sait très bien depuis que que ce soit nos contenus qui trouvent l'utilisateur qui est le plus performant. Donc, c'est ce qu'on cherche à atteindre. On cherche à atteindre que nos contenus trouvent nos utilisateurs.
c'est une roue un serpent qui se mord la queue. C'est un catch-22, comme on peut dire en bon français. Souvent, ben là, ce qu'on va faire, on va se tourner vers les grandes plateformes, on va acheter de la publicité pour pouvoir aller chercher des vues avec des objectifs de vues, puis on va acheter de la publicité pour pouvoir augmenter et propager notre vidéo, augmenter les vues sur la vidéo qu'on a produite là, à grand effort avec un investissement significatif. Mais à ce moment-là, on se retrouve avec notre problème initial, à savoir comment on se libère, comment on rééquilibre. Je vous l'ai dit, c'est jamais dans l'absolu, hein? Mais comment on peut rééquilibrer, s'assurer que notre diffusion va être appréciable en minimisant l'achat de publicité auprès des géants étrangers. Donc, le défi reste plein et entier. Puis là, on pourrait se tourner vers les médias d'ici, dire, ben oui, on va investir auprès de nos grands médias, mais là, on vit ce phénomène-là. Là, ici, j'ai pris un écran c'est Le Monde. J'ai pris un écran, j'ai fait exprès de ne pas prendre un média québécois pour ne pas stigmatiser personne, mais c'est le modèle de nos médias. Vous reconnaissez ce principe-là, hein? C'est vieux, là. C'est le banner blindness. Ce qu'on voit en rouge, c'est un test de kilométrie. Ce qu'on voit en rouge, en jaune, là, les couleurs, c'est les contenus que les gens consultent, cherchent immédiatement. Ils évacuent complètement, ils ont compris, le monde a compris le code, puis ils évacuent complètement les contenus à faible valeur. Ils se concentrent sur les contenus à forte valeur. Donc, pas de surprise jusque-là. Le problème, c'est que dans notre contexte, où nous, on veut atteindre des objectifs de sensibilisation, changer les comportements, bien, on revient à ce problème-là qui, finalement, nous amène à la réalité que ce que l'on croyait être un problème de médias locaux ou de médias étrangers en est un, finalement, de format. Nos médias ne nous proposent pas les outils, les tactiques, les éléments les plus performants pour pouvoir faire des campagnes de sensibilisation, faire des campagnes d'engagement. Donc, c'est plutôt difficile. Il faudrait qu'ils puissent intégrer, qu'il y ait plus de blogs, qu'il y ait du balado, qu'il y ait de la vidéo, infolettres, magazines, web diffusion. Puis ça, ben, nos médias, dans un contexte grand public, c'est plus difficile. C'est des médiums qu'on est habitué de voir dans les écosystèmes de nos créateurs de contenu. C'est là que je m'en vais. À savoir qu'il faut aussi intégrer dans nos plans stratégiques en publicité, surtout si on fait des stratégies qui visent des changements de comportement, de faire appel à nos créateurs de contenu. Je vais vous présenter deux études de cas. Je vous disais que c'est des éléments qui m'ont occupé l'esprit dans les derniers mois. J'ai travaillé sur deux projets, un pour la FTQ, l'autre pour le Syndicat canadien de la fonction publique. Donc, valorisation des employés de soutien dans le secteur scolaire. Donc, une école, ce n'est pas qu'un prof et des murs. Ça prend un village pour élever un enfant. C'est ce que la FTQ voulait rappeler au monde. Syndicat canadien de la fonction publique, ben, il y a des résidences qu'on appelle les résidences assistance continue dans le milieu de la santé qui ont besoin vraiment de soutien gouvernementaux. Les employés qui travaillent là sont à bout de souffle parce que les ressources sont limitées ou des fois même inexistantes. Donc, c'est des sujets, voyons, on n'est pas en train de vendre du savon. Là. Je ne suis pas en train de vendre de la pâte à dents ou on est dans des choses des fois même un peu lourdes. C'est au-delà c'est pas un slogan que je vais vous lancer à sens unique qui va venir régler ce genre de problématique-là. Donc, c'est quoi? On veut, je vais vous éviter, je ne les lirai pas toutes, mais c'est le genre d'objectif que l'on a à rencontrer, c'est ce qu'on veut atteindre. Donc, rappel des défis. On veut obtenir de la visibilité, on veut favoriser un investissement local, on veut une production accessible, on veut un médium qui permet d'exposer un message profond. Fait que je me suis retourné vers les clients et j'ai dit, on fait une campagne influenceur. Fait que là, ici, vous êtes toute une gang, comme le client qui m'a regardé et qui pensait à ça. Là, on est dans la profondeur. Hey, d'ailleurs, quel titre, hein? Sens et pertinence à l'air. Des fois, là, le temps, ça change de quoi dans... j'ai écrit ça fait un bout de temps. Pour un gars qui ne vient pas pontifier, là. Hein?
Fait que, mais c'est pas... on va essayer encore une fois de rééquilibrer la perception qu'on a des influenceurs. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce contexte-là. Bon, premièrement, on l'a vu, les budgets sont limités. On sait qu'il y a toutes sortes de solutions. Vous les voyez déjà, là, hein, si on reprend nos 4 objectifs, vous avez déjà en tête un crime, c'est vrai, ça coche toutes les cases de cette affaire-là. Mais on ne peut pas atteindre, c'est pas une campagne de masse. On ne peut pas faire, d'ailleurs, de chaque créateur de contenu a de façon, une cible très nichée. Fait qu'on va s'associer plusieurs créateurs de contenu et on va chercher, on n'aura pas le choix de se créer un segment de clientèle cible qui va venir fitter avec justement les valeurs qu'on va rechercher chez nos influenceurs. On a des créateurs de contenu, c'est ce qu'ils souhaitent de plus en plus, sûrement depuis le fameux voyage en avion. Donc, dans ce cas-là, ici, on cherchait des gens qui avaient des valeurs communes. On voulait parler des gens qui avaient des valeurs communes, qui étaient l'empathie, la compassion, la justice sociale, la responsabilité collective, la transparence et l'intégrité, et l'engagement civique. Donc, vous voyez, encore une fois, on n'invite pas du monde au Beach Club. C'est un peu plus intense, c'est un peu plus profond comme type de valeur qu'on cherche à atteindre dans ce contexte-là. Puis il n'y a pas de jugement de valeur ici, là. J'ai vraiment l'air de ça, là. Mais c'est pas le cas. Ce qui fait que on va à travers ça, vu qu'on ne peut pas nécessairement travailler avec une grande masse de personnes que l'on va pouvoir rejoindre de par toutes sortes de considérations, se créer un groupe de leaders d'opinion qui vont finalement être notre roue d'engrenage qui va venir justement faire de l'attraction autour d'eux et auprès desquels on va pouvoir travailler. Fait qu'on reconnaît un peu, si vous gardez en tête les fameuses valeurs, on retrouve là-dedans les mères de famille, les parents, les tuteurs engagés, les étudiants engagés, les membres d'associations étudiantes, les éducateurs, les élus, le personnel de cabinet, le fonctionnaire engagé. Si on veut changer de quoi dans les racks, il faut pouvoir se rendre jusque dans les oreilles de nos politiciens. Les clientèles concernées, les gens concernés par la politique, les membres de partis. Vous comprenez l'idée des gens impliqués ou des gens comme les journalistes et les médias qui ont justement ce pouvoir-là de traction et qui sont des leaders d'opinion. Donc, je vous invite à faire attention au dénigrement des influenceurs, surtout que c'est un univers qui change beaucoup. C'est un univers qui a beaucoup changé, puis c'est d'ailleurs l'invité secret est un super ambassadeur de cette réalité-là, qu'il y a un changement chez les influenceurs. Mais non seulement il y a un changement, il y a une émergence de contenu pertinent, de contenu intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est, rappelez-vous mon point sur, on s'adresse à l'intelligence des gens. Et il faut croire que ce monde-là, moi le premier, qui passe des heures à scroller des stories ou sur TikTok, ils ont aussi envie de se faire dire des choses enrichissantes, des choses pertinentes, des choses positives. Donc, la frontière est floue, hein? Puis ça, c'est un point que je voulais amener en plus sur cette réalité-là. Pourquoi des créateurs de contenu, pourquoi des influenceurs? C'est qu'ils ont des écosystèmes très grands. Puis ils vont travailler sur différentes plateformes. Ils vont travailler avec plusieurs médiums, ce qui fait qu'on est capable de créer des écosystèmes médiatiques dans un certain point qui sont très riches. Parce qu'ils sont, eux, à la tête, justement, d'écosystèmes où ils vont avoir TikTok, Instagram, Facebook, des plateformes de diffusion de contenu, des plateformes de divertissement comme TikTok et compagnie. Ils sont à la tête d'un écosystème, chose que les médias traditionnels ne peuvent pas toujours nous amener. Puis, en fait, surtout avec les blocages récents auprès de Meta, ils ont perdu de la portée de cette façon-là. Donc, il y a des solutions, puis ces gens-là, c'est des possibilités de faire des investissements locaux. Pour le syndicat canadien de la fonction publique, vous voyez, on avait ces créateurs de contenu-là, dont certains n'avaient jamais fait de marketing d'influence, n'avaient jamais accepté de cachet pour faire n'avaient jamais monnayé leur influence, comme Vanessa Destinée, qui est une militante. Pour ceux qui connaissent Vanessa Destinée, c'est une journaliste, une animatrice, mais qui est aussi très, très, très concernée. On parlait de citoyens concernés. Elle met ses tribunes personnelles au service de plusieurs combats sociaux. On reconnaît en bas à droite Farnell Morissette, qui est notre invité secret. Je ne sais pas s'il nous entend. Salut Farnell. On va l'avoir bientôt. Là, je viens de comprendre qu'il n'y a personne qui est ici pour moi. Puis je vous en veux pas, il est formidable.
Je suis vraiment content de pouvoir vous amener Farnell aujourd'hui. Puis tu sais, c'est un amalgame, c'est vraiment un regroupement de plusieurs, c'est un écosystème complet. Chaque créateur de contenu, là-dedans, il y a des mamans, hein, on reconnaît Maman Caféine, il y a Maude Carmel, Vanessa Duchel, qui sont des créatrices de contenu engagées. C'est super intéressant. Il y a moi, modestement, avec le balado Les engagés publics, que je sais est écouté par les journalistes et les politiciens. Donc, à ma petite mesure, je viens aussi contribuer dans ce contexte-là. Pour le Fonds de solidarité, c'est plus, on est dans la valorisation, mais c'est le même modèle. On est allé chercher des influenceurs, des influenceuses, et on s'est associé aussi à un balado. Donc, on a des contenus là-dedans de 1 minute 30, plusieurs capsules faites par chacun des créateurs de contenu, mais on a aussi un balado, une entrevue longue de 1 heure, 1h30 dans chacune des 2 campagnes qui a été conçue et qui a été déclinée en extrait. Donc, je vais vous montrer des exemples. C'est pas la photo qui met Farnell le plus à son avantage. Pour Farnell, tantôt, il va pouvoir se reprendre. Mais je vais vous montrer des exemples de ces campagnes-là. Puis je vous invite, soyez attentifs, c'est fascinant. C'est fascinant de voir comment que les codes sont et respectés et modifiés pour pouvoir s'adapter à ce genre de réalité-là. On parle encore des résidences à assistance continue. Alors, ce vidéo, il est payé par le Syndicat canadien de la fonction publique. J'ai accepté de le faire parce que je pense que l'information est importante et je vais remettre l'argent qu'ils me payent à des œuvres de charité. Je précise aussi, c'est moi qui décide quoi dire. C'est pas eux qui contrôlent mon message. Alors, ce que je dis, c'est vraiment ce que je pense. En premier, un petit rappel. Une résidence à assistance continue ou une RAC, c'est typiquement une maison de banlieue ou un bungalow qui a été acheté par le système de santé du Québec. On y héberge des gens qui ont des problèmes intellectuels ou des troubles de comportement aigus et qui ont besoin de traitement à temps plein le temps de les stabiliser pour pouvoir, on espère, les passer à d'autres ressources. Mais le problème, c'est que ça fait maintenant des années que la plupart des RAC sont surpeuplés, mal adaptés et que le personnel est mal équipé. Ce qui fait que les RAC deviennent des endroits de plus en plus dangereux, tant pour les employés qui sont souvent blessés au travail que pour les usagers qui sont des personnes très vulnérables. Alors, pour répondre à la question de quelle forme d'aide est-ce que les employés ont besoin, il n'y a pas de solution magique. On peut pas juste dire ils ont besoin de ça ou ils ont besoin de ça. Oui, ils ont des besoins ponctuels, comme plus d'équipements de sécurité ou des réparations dans les maisons, par exemple. Mais ultimement, ce qu'ils ont surtout de besoin, c'est de recevoir plus d'attention et d'être pris au sérieux par le système de santé et les instances politiques qui les gèrent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que leur syndicat, le Syndicat canadien de la fonction publique, est en train de faire une campagne sur les médias sociaux. C'est fou à dire, là, mais les employés sont rendus prêts à payer des gens comme moi dans l'espoir que ça attire l'attention des politiciens qui ont besoin pour faire les changements qu'il faut. C'est pour ça que je vais donner ma part de ce qu'ils me payent. C'est pas correct qu'on soit rendu là. Parce qu'ultimement, la richesse d'une société, elle se mesure dans le traitement de ses membres les plus vulnérables. Alors, il faut se rappeler que quand on rentre dans des discussions politiques sur le traitement des personnes les plus vulnérables, les résidences à assistance continue, c'est une partie importante de cette discussion-là. Donc, on reconnaît les qualités de vulgarisateur de Farnell, un contenu assez approfondi. Hein, c'est quand même, là, il est allé profondément dans le sujet, c'est pas juste en surface. Mais c'est la divulgation que je trouve particulièrement intéressante dès le départ. Hein, parce que c'est pas évident pour un gars comme Farnell qui doit garder sa crédibilité de dire « je prête mes plateformes et ma voix » dans un contexte de marketing d'influence où ce que les gens vont investir des sous. Il y a cette première réalité-là. Puis il y a l'autre que je trouve absolument aussi fascinante, c'est le volet méta de tout ça. Puis là, je parle pas de Facebook. Le volet méta de tout ça, à savoir que il y a cette prise. Il prend de la hauteur pendant sa capsule pour nous dire, c'est fou qu'on en soit rendu là. Tu sais? Puis je trouve ça formidable. Je suis vraiment fier de pouvoir contribuer à ce genre de truc-là. Je vais vous montrer maintenant un exemple avec Maude Carmel. Je vous parlais tantôt de... Maude Carmel, c'est une créatrice de contenu qui est aussi connue pour ses positions militantes en écologie. Donc, on sait qu'elle a une audience engagée, une audience pour qui, justement, qui est sensibilisée aux réalités et aux problématiques sociales. Encore une fois, là, je vous invite cette fois-ci à remarquer l'adoption d'un code que l'on voit souvent en marketing d'influence. Ça, c'est Patrick. Patrick est assistant en réadaptation dans les résidences à assistance continue depuis 2007, en plus d'être représentant syndical pour le Syndicat canadien de la fonction publique. Rappelle que les RAC, les résidences à assistance continue, ce sont des lieux de réadaptation pour les personnes qui vivent avec un trouble intellectuel ou psychiatrique. Pour en savoir plus, tu peux aller voir ma vidéo précédente sur le sujet. Patrick a voulu faire ce métier-là pour aider. Il trouve qu'il a toujours eu une vie facile, puis il a eu envie de faire ce job-là pour redonner. Il aime faire une différence au quotidien pour cette clientèle-là qui est souvent au bout de la ligne, qui a souvent pas de ressources ou de filet social.
Mais ils trouvent ça vraiment difficile de voir ses collègues se dévouer, mettre tout leur cœur au travail à cause de la pénurie de main-d'œuvre, mais puis jamais pouvoir revenir au travail parce qu'ils ont été victimes de coups, d'agressions sexuelles, d'agressions physiques de la part des résidents. Présentement, les cas sont tellement lourds que c'est inapproprié pour le personnel. Les RAC ont besoin de plus de ressources, plus d'équipements sécuritaires comme des boutons paniques, comme des corridors plus larges, comme des sorties de secours, comme des ballons de protection, comme des walkie-talkies, afin d'assurer la sécurité et le bien-être de leurs travailleurs. Les RAC sont essentiels non seulement au réseau de la santé, mais aussi à la société. Partage cette vidéo pour sensibiliser la population et les gouvernements à la situation actuelle des RAC et que les choses puissent enfin changer. Donc, l'appel à l'action, intéressant. C'est le fun de voir que ce genre de revendications-là sont capables de se faire en nuances aussi. Hein? Le propos est super bien amené. Il n'y a pas personne de fâché là, en train de nous japper après dans un contexte comme celui-là. C'est appréciable. Vanessa Duchel. Si je vous dis RAC, vous pensez à quoi? Non, c'est pas l'aéroport de Marrakech ni un nouveau meuble suédois, mais bien une abréviation pour résidence d'assistance continue. Tu connais pas ça? Je sais. On entend rarement ces mots-là dans nos soupers de famille et pourtant on devrait au moins savoir ce que c'est parce que c'est une ressource ultra importante pour les gens qui sont prises avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme et ou des troubles envahissants du développement. Les RAC sont pour la plupart des maisons dans les quartiers résidentiels plus ou moins adaptés pour offrir des soins en continu, c'est-à-dire nuit et jour. Et leur mission première est la réadaptation de ces usagers. Malheureusement, le manque de personnel, de formation et d'équipement adéquat les empêche de faire ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire aider les gens qui en ont besoin. Être un travailleur dans les RAC, c'est un peu comme se retrouver dans un ring de boxe sans gants, sans pratique. Ça fait peur, puis ça peut être dangereux. Les travailleurs et les usagers ont besoin d'aide, donc il faut passer le mot. Il faut lever le voile de silence qui couvre la situation inacceptable des patients et membres du syndicat canadien de la fonction publique dans les RAC. Les RAC ont elles aussi besoin d'assistance continue. Donc, encore une fois, un code, je sais pas le spécialiste du nom de tous les types de vidéos qu'on peut avoir sur TikTok et en Reel et autres. Cela dit, l'adoption d'un code qu'on voit régulièrement et la créativité avec le gilet à la fin. Puis ça, c'est un élément qui est important de spécifier. Dans le cadre de ces campagnes-là, les influenceurs, les créateurs de contenu avaient carte blanche. Donc, c'était l'une des conditions pour pouvoir travailler avec eux. On les a fait un brief, on les a sensibilisés à ce que vivaient les employés dans les RAC. Et après ça, on les a laissés créer. Puis, ils sont arrivés avec des choses aussi surprenantes que ces éléments-là. Si on avait essayé de faire autrement, vous le savez très bien, là, ça, c'est le laïus sur les créateurs de contenu. Mais si on avait cherché à contrôler la création, on n'aurait jamais eu des capsules qui adoptaient les codes et qui fonctionnaient réellement. Ça, c'est un rappel qui est toujours intéressant de spécifier. Qui connaît Kate Moya? Oui, elle est bonne. Je me serais attendu à plus que ça. C'est notre créatrice de contenu qui a tiré le plus. Ça nous a... Là, on est dans la FTQ. Un enfant afin de réaliser à quel point ça prend un village au complet derrière eux afin de s'occuper de leur bien-être. Et c'est avec ce masque beaucoup trop petit pour mes yeux que j'ai envie de mettre la lumière sur des rôles qui sont souvent méconnus dans nos écoles. Je parle du personnel de soutien. Parce que quand le petit Lucas échappe l'ensemble de son lunch par terre, c'est une surveillante du service de garde qui est là pour le soutenir. Et souvent, quand l'enseignante n'est pas capable de faire partir la vidéo, elle fait appel à un technicien en informatique afin de venir l'aider. Alors aujourd'hui mes corazones, je veux que dans la section commentaires, tu viennes leur donner une immense vague d'amour en partageant une anecdote, un petit mot d'encouragement pour tout le personnel de soutien du Québec afin qu'ils ressentent l'amour et l'appréciation qu'on a envers eux. Donc un appel interactif pour que les gens partagent leur appréciation. Je vais passer les deux autres plus rapidement. Là, je ne vous les montrerai pas toutes parce que je pense que vous avez compris le principe. C'est le fun de les voir. De toute façon, ils sont en ligne. Ça représente quelque chose comme au-dessus de 12 à 15 capsules au total là, qui ont été conçues dans ces contextes-là parce que chaque créateur de contenu en a fait plus d'une. Puis j'aimerais ça vous parler un peu des résultats. Ça, c'est celle de Maman Caféine. Je vous la montre rapidement. Là. Coucou! Savez-vous qu'ont en commun tous les prénoms que mon fils écrit sur son tableau? C'est en fait tous et toutes des membres du personnel de soutien et des professionnels de l'éducation de son école qui l'ont marqué. Donc, la variété est incroyable. Vanessa Destinée, mini Vanessa. Yo, je vous emmène sur le chemin de la nostalgie, OK? Puis embarquez avec moi. Parce que ces jours-ci, je vieillis.
je viens de fêter mon 34e anniversaire, puis j'ai célébré aussi des beaux milestones professionnels, puis veux pas, ben je regarde le chemin parcouru, tu sais, je pense aux personnes qui ont fait une différence dans mon parcours pour me permettre d'être l'adulte que je suis aujourd'hui. Tu sais, je pense à ces adultes que j'ai côtoyés, il y en a eu beaucoup, il y a eu tous ceux qui m'ont appris à lire et à écrire, comme Madame Micheline, Madame Nathalie, mais il y a aussi d'autres adultes, comme Monsieur Stéphane, qui m'a appris à jouer au ballon poire après l'école parce que j'étais un peu rejet, puis honnêtement, j'osais pas y aller pendant la récré parce que j'avais peur de me faire intimider. Et lui, après l'école, il prenait le temps de me le montrer, puis je me sentais assez à l'aise pour jouer avec les plus vieux après. Puis il y avait aussi sa collègue Chantal qui m'aidait à charger le bac de berlingot de lait quand j'étais on duty. Vous vous rappelez de cette responsabilité super importante. Puis elle était toujours là aussi pour ramasser le dégât parce qu'il y avait toujours un berlingot de lait qui explosait. Ça sentait le lait caillé dans nos nappes. Bon, je pouvais pas arrêter avant l'histoire des berlingots. Moi, personnellement, c'est un souvenir très, très, très intense. Donc là, ben, je le sais, là, Stéphane, il me regarde puis il dit « Ah, Martel fait péter des chiffres. » Donc ça ici, c'est la campagne est en cours. Le balado Mère et Fils est pas encore en ligne. Donc c'est des chiffres de la semaine passée. Chacune des campagnes cumule actuellement en vues, mettons, résumons comme ça, là, au-dessus de 200 000 vues. Donc je vous rappelle, des vues, c'est pas des bannières, c'est pas des vues de bannières, c'est des contenus, comme je vous disais, de 1 minute et demie à, dans certains cas, 1h30. Évidemment, les contenus longs sont beaucoup moins, sont moins consultés, mais quand même, c'est incroyable. C'est la qualité. Puis dans ce contexte-là, en fait, ce qu'on doit mesurer, la façon qu'on doit mesurer le succès d'une campagne comme celle-là, c'est en engagement. Est-ce que le message a été compris, est-ce que le message est passé? Puis on est dans dans un contexte où on peut dire que c'est en train de se faire auprès, en tout cas, des audiences qui sont des audiences proches de nos influenceurs. Donc, voilà pour ce qui est de ces aspects-là. En terminant, je voulais mettre cette citation-là parce que Julia Ouellette est dans la salle, je pense. Julia, es-tu là? Oui. Julia, c'est une amie qui est aussi une cliente, puis elle m'a dit cette phrase-là absolument phénoménale la semaine passée, parce que je lui expliquais à quel point ça pouvait être souffrant des fois de travailler avec 15 influenceurs. Ceux qui l'ont vécu, vous savez c'est quoi. Puis elle m'avait répondu à ce moment-là, oui, mais le contenu, c'est une souffrance nourricière. J'ai dit, Julia, ça va être dans ma présentation. Fait que merci, Julia. Donc, en petit rappel, en terminant, moi, je pense qu'on a tout intérêt à intégrer de plus en plus les écosystèmes de nos créateurs dans nos productions, en s'assurant d'utiliser les bonnes tactiques, pas des tactiques de performance pour faire de l'engagement, rééquilibré, je suis en train de vous dire, il n'y a que ça, qu'on a tout intérêt à s'adapter, d'adapter les modes de production aux nouvelles réalités. On le voit, les vidéos qui ont été faites, la production est assumée par les créateurs de contenu. On n'est pas dans des grandes vidéos léchées, mais qui sont redoutables au point de vue de l'efficacité. Il est possible de rééquilibrer nos investissements publicitaires parce qu'il faut sortir du paradigme de la bannière. Créons des écosystèmes de contenu porteurs et valorisons-les. Il faut porter nos créateurs de contenu québécois pour qu'ils puissent envahir les réseaux. La France encourage ses créateurs de contenu, même jusque dans les instances gouvernementales. La société évolue, on l'a vu. Les plateformes de contenu de nos créateurs aussi. On a des trucs qui font du bien, des choses positives. Ils ne sont pas juste le reflet de notre société, ils sont aussi un moteur dans ce contexte-là. Puis c'est ce qui nous amène vers Farnell Morissette. Qui connaît Farnell Morissette ici? Donc, Farnell, est-ce qu'on peut mettre Farnell à l'écran? Salut Farnell. Salut, tu m'entends bien? J'entends super bien. Donc, je suis content. Quand la technologie fonctionne. Farnell est à Londres. Il pleut comment en ce moment? Ah, il n'y a pas plu aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Il a plu un peu ce matin, mais il n'y a essentiellement pas plu aujourd'hui. Donc, Farnell, tantôt, je ne sais pas si tu entendais la présentation, mais quand j'ai nommé ton nom, les gens ont spontanément applaudi et exprimé leur joie. J'espère qu'ils vont encore être contents quand j'aurai fini de Donc, OK, allons-y. J'ai quelques questions pour toi, puis après ça, je vais vous offrir le micro, puis vous poserez vos questions à Farnell. Farnell, est-ce que tu te considères comme un influenceur?
Oui, juste par défaut que le mot veut à peu près rien dire. C'est un influenceur, c'est quelqu'un qui influence. Le caissier au dépanneur qui t'offre un sac de chips essaie de t'influencer, puis le premier ministre du Québec, quand il demande ton vote, essaie de t'influencer. Alors, j'imagine mal quelqu'un qui est pas un influenceur. Je pense que d'ailleurs, c'est une des faiblesses de ce qu'on fait avec les médias sociaux, tout ça, c'est qu'on n'a pas comme de mots encore de dictionnaire bien développé pour ce qu'on fait. Mais oui, je suis confortable avec le mot influenceur. Farnell, deuxième question. Quels sont les guides? C'est quoi tes guides qui vont faire que tu vas accepter une collaboration? Je sais que ça a été un élément pointu, ça, plutôt sensible quand les premières fois qu'on en a parlé. Ben oui, on en a parlé, puis c'est ma première chose, puis je me souviens quand on en avait parlé, c'était que pour la campagne sur les résidences d'assistance continue, c'est que c'était quelque chose que j'aurais probablement fait de toute façon. C'est-à-dire, vu le genre d'intervention de capsule que je fais, ça cadre dans mes valeurs, ça cadre dans ce que je considère important à présenter au monde. Alors, pour moi, c'était vraiment ça. Est-ce que c'est un message que je veux porter, que je le ferai de façon spontanée? Si oui, ben là, ça devient beaucoup plus facile de dire oui après. Pourquoi tu as choisi de verser ton cachet à une cause? Ben, là-dessus, c'est faut dire, je reconnais, je suis dans une position chanceuse, c'est pas mon métier, faire des réseaux sociaux, tu sais, c'est un petit pourcentage, c'est un hobby pour moi, là. Ma vraie vie, c'est ailleurs. Ce qui fait que j'ai pas besoin de cet argent-là pour vivre. Il y a certainement un gros élément de ça c'était que moi, la raison que je fais des capsules, la raison que je fais ce que je fais, c'est par sentiment de devoir citoyen. Et puis, c'est la première fois que je faisais quelque chose comme ça. Je voulais voir comment j'allais être confortable à faire ça. J'aimais pas trop l'idée d'être payé pour faire quelque chose qui, selon moi, relève plus du devoir que d'une transaction de marché, mettons. Mais aussi, tu sais, il y a un élément là-dedans qui est que, particulièrement à moi, peut-être, fondamentalement, mon seul garant de confiance, puis si j'ai un auditoire, c'est parce que les gens, je pense, ont une certaine confiance en moi. Mon seul garant de confiance, c'est ma voix, ma face, mon nom. Et puis, si je commence à vendre ça d'une façon qui est peut-être un peu cavalière, ça pourrait, à long terme, me faire plus de mal à moi et à ce que je veux faire sur les réseaux sociaux qu'autre chose. Alors, je dis pas que je vais toutes les remettre à des œuvres de charité, là, mais je voulais m'assurer en commençant de moi-même être confortable à savoir que l'argent n'allait pas venir corrompre ce que je fais comme processus. Alors, je me suis dit, dès le départ, j'accepte. Je vais le faire pour de l'argent parce que c'est quand même c'est une opération de marché, mais je vais évacuer la réalité pécuniaire de mon propre processus après. Est-ce que tu en refuses beaucoup? Oui. Oh, oui, j'en refuse beaucoup. Ça pleut pas des offres, là, mais je reçois beaucoup d'offres de gens qui veulent souvent. Le plus souvent, c'est soit des produits ou je reçois beaucoup d'offres d'infolettes, de gens qui me disent « Ah, ça tenterait-tu de plugger mon infolette? » Et puis souvent, je dis non, pas parce qu'il y a rien de mal avec ce qu'ils font, là, c'est juste que personnellement, si moi, je m'abreuve pas à cette source-là, je voudrais pas la recommander à quelqu'un d'autre. OK, on revient au Syndicat canadien de la fonction publique. Est-ce que tu peux nous donner une idée des résultats obtenus? Parce que j'imagine que tu as eu un peu de feedback. Oui, ben, j'ai vu que tu avais mis les chiffres à l'écran. Alors ça, c'est quand même un assez bon indicateur. Mais de façon informelle, moi-même, je suis les chiffres aussi. Je sais que, à ma surprise, je m'attendais à ce que, en commençant en disant, tu sais, ceci est une publicité, je suis payé, j'allais immédiatement comme perdre toute l'attention dès le début. Et c'est pas arrivé, tu sais, j'ai quand même mes analytiques, je suis capable de voir c'est quoi le pourcentage de gens qui écoutent jusqu'à la fin. Évidemment, c'est pas 100%, là, mais c'est dans le coin de 15 à 20%, ce qui m'a surpris que des gens soient prêts à écouter quelque chose pour 1 minute et demie après se faire fait dire, ceci est une pub. Alors, j'étais impressionné par ça aussi. Moi, j'ai vu certains des commentaires qui même saluaient ton honnêteté sur cet aspect-là, puis je pense que ça a contribué à mettre les gens en confiance. Et justement, par la crédibilité que tu t'es construit, on acceptait justement d'aller plus loin. Ouais, je pense que c'est ça. Fondamentalement, je pense que les gens apprécient une certaine authenticité, surtout sur les médias sociaux. Le présenter de cette façon-là, ça met les gens en confiance. Puis fondamentalement, on le sent tous très, très vite. Ça prend une demi-seconde de réaliser qu'on est en train de se faire vendre quelque chose.
Alors, pourquoi le cacher? C'est juste plus honnête, c'est plus direct, c'est plus authentique et ça respecte plus l'intelligence et le temps de son auditoire, lui dire d'avance. Merci de l'avoir répété, cet aspect-là. J'avais un client qui disait les audiences ont un bullshitomètre très élevé. C'est encore plus vrai aujourd'hui que jamais avec l'information qui circule. J'aimerais ça que as-tu quelque chose qui pourrait nous donner un indice de la profondeur de l'impact? As-tu reçu des messages privés, des commentaires qui nous permettraient justement d'évaluer que tu as touché des cœurs, tu as touché des esprits? Ben, c'est drôle, je sais qu'on s'en est parlé un peu hier, mais il y a un projet de loi qui a été déposé hier sur un changement dans les résidences à assistance continue. J'avais rien à voir avec ça, là, je prétends pas que c'est le cas, mais il y a trois personnes différentes qui m'ont envoyé des messages privés en disant « Hey, regarde, il y a une loi là-dessus. » Alors, juste le fait qu'il y ait des gens qui me suivent, qui après ça, tu sais, ont vu ce projet de loi-là, c'est pas tout le monde qui reste à l'affût des projets de loi, qui ont fait la connexion puis qui m'ont contacté avec ça après. Moi, je trouve ça vraiment que c'est parlant. Moi, je pense que ça montre que les gens, malgré le fait qu'on leur a dit que c'était une publicité, parce qu'on les a abordés de façon, à l'intérieur d'un contexte de devoir civique, ils se sentent plus impliqués ou au moins plus connectés à ce qui va arriver par la suite. Vois-tu une différence je t'ai entendu à Radio-Canada, je vois souvent tu es confronté à une incompréhension justement de la distinction, de la différence entre les paradigmes, entre les médias traditionnels et on peut-tu encore dire ça, les nouveaux médias? Moi, ça m'avoir l'air encore une fois d'un dinosaure. Moi, j'aime médias institutionnels et médias sociaux. Oui, c'est vrai, c'est d'ailleurs le terme que tu utilisais, puis j'adore la distinction. Mais c'est quoi la différence pour toi? Qu'est-ce que tu remarques comme différence entre les dynamiques de communication des créateurs de contenu et celles des médias traditionnels ou institutionnels? C'est ce que je dis souvent, et puis encore une fois, par authenticité et transparence, je m'attendais à la question. C'est sa question, il me l'a envoyé. C'est moi qui l'ai planté. On va être honnête avec vous, là. C'est que fondamentalement, je pense que les médias institutionnels existent dans un paradigme de communication unidirectionnelle. C'est-à-dire, c'est le présenteur qui a l'autorité, qui a le contrôle, qui est derrière un podium figuratif, si vous voulez, qui parle de façon unidirectionnelle à une foule qui est un récepteur passif. Et ça c'est le paradigme des médias institutionnels pour plein de raisons. C'est la réalité technologique, c'est la réalité économique aussi, c'est juste la façon que les médias institutionnels se sont développés, les codes se sont développés autour de ça. Les médias sociaux, c'est quelque chose de complètement différent. Puis pour ça, je montre souvent mon téléphone à l'écran. C'est pas juste une télévision qu'on tient à la verticale. Ça a aussi c'est un micro, ça a une caméra. C'est fait pour répondre autant que c'est fait pour recevoir. Je pense aussi qu'il faut être très respectueux du contexte que les gens qui vont écouter ma capsule, je le sais, je vois les stats, la plupart du temps, ils le font le soir. Alors j'imagine, ils sont probablement comme moi, dans leur lit, en train de scroller parce qu'ils sont pas capables de s'endormir. Et on leur parle dans une situation qui est beaucoup plus dans leur intimité que les médias institutionnels. Ils interagissent avec ma capsule de la même façon qu'ils interagissent avec par un appel FaceTime avec leurs amis, avec leur famille. Et puis, je pense que les aborder de cette façon-là, c'est non seulement nécessaire, mais je pense que c'est aussi beaucoup plus respectueux de leur réalité, de leur contexte mental quand ils sont en train de consommer des médias sociaux. Merci beaucoup. Et il nous reste du temps. J'imagine que moi, je vous offre ce temps-là pour poser des questions, soit sur les contenus que je vous ai exposés, soit sur des questions directement pour Farnell. J'espère qu'on va avoir quelques questions, parce que nous autres, on est bien motivés par le sujet. Il y a une question là-bas. Il y a un micro, là. Je savais qu'il y a une boîte, puis c'est merveilleux. Farnell, je ne sais pas si tu le vois, mais la boîte, il y a un logo de Radio-Canada dessus. Ah ouais, OK, cool. J'ai pas rien dit. Juste... Donc, oui, Joey. Oui, ça marche. Hey, je veux pas... moi aussi, je suis un vieux, fait que je veux pas avoir l'air d'un vieux qui ne croit pas aux créateurs de contenu. J'arrive d'un milieu des médias. Est-ce que tout ça fonctionne parce qu'en ce moment, c'est encore le Far West au niveau des règles des médias sociaux? Tu sais, moi, je vois quand même les vidéos que vous avez montrées, puis pour moi, déjà, puis je parle pas de Farnell, mais déjà, je sentais le côté publicitaire, parce que mon bullshitomètre, puis tantôt, tu voyais ton oculométrie, où ce que les gens ne regardaient plus à la pub, mais est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, il va tellement avoir eu de publicité qu'éventuellement, ça ne fonctionnera pas?
Bien, on le sait mesuré, on le voit, c'est déjà un contexte, c'est déjà un principe qui est présent. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce contexte-là, c'est la nouveauté, pour moi, c'est la profondeur du sujet et surtout que l'on s'adresse à l'intelligence des gens. Est-ce qu'on va révolutionner cet univers-là et le transformer en un univers qui, soudainement, va chercher 100% d'audience? Non, mais oui, juste pour dire... C'est un phénomène qu'on voit actuellement. Quand les gens comprennent qu'ils sont exposés à un message publicitaire, déjà, ils peuvent être évacués. Mais tu sais, cette intégration-là de ces codes-là chez les jeunes, c'est incroyable de voir à quel point le contrat tacite qu'il y a entre l'auditeur et l'émetteur est complètement différent de ce que nous, on a vécu justement avec la télévision et les médias traditionnels. Fernand, avais-tu un truc que tu aurais voulu ajouter, toi, là-dessus? Ben, je pense que le Far West, c'est exactement le bon terme. Mais il faut comprendre que l'époque du Far West, je pense que c'était il y a quelques années. Maintenant, on est peut-être plus dans le début des chemins de fer. Si on continue l'analogie, dans le sens que il y a déjà des codes qui se développent. Il y a déjà des, je veux dire, on a parlé par exemple, tu sais, un des exemples qui a montré, c'est quelqu'un qui mettait son maquillage. Ça, c'est un code. Ça, c'est quelque chose que les gens savent c'est quoi. C'est une espèce de make-up tutorial, get ready with me. Tous les termes sont en anglais. Il faut donner des termes francophones éventuellement. Mais alors, on n'est plus dans la nouveauté absolue. On n'est plus dans l'espèce de la soupe de tout est dans tout est tout puis tout est rien. Puis non, déjà, je veux dire de la même façon qu'à la télé, il y a le code de la pause publicitaire. Sur les médias sociaux, il y a déjà des débuts de code de contenu sponsorisé, contenu payé, contenu de pub, qui va beaucoup jouer, je pense, sur la relation entre l'auditeur et le créateur, beaucoup plus que ça va jouer sur le fait « Ah, c'est une pub, ça m'intéresse pas tant ». Essentiellement, on est beaucoup en train de recréer, je pense, ou beaucoup des codes de la télé, mais en même temps, on les adapte et ils vont naturellement continuer à s'adapter à la réalité des réseaux sociaux. On va manquer de temps. Fernel, en fait, je peux-tu prendre encore un petit peu de temps? Parce qu'il y a encore des gens qui auraient aimé poser une question. Alors, malheureusement, oui, ça va... Non, on va arriver à court de temps. Par contre... Vous devrez vous en prendre à Joey. Ouais, OK. Hey, moi, je voulais parler de RAD. Oh, moi, j'adore. Est-ce que vous pourrez poser vos questions peut-être après? Viendrez me voir. S'il vous plaît. Viendrez me voir. C'est bon. Hey, merci beaucoup, tout le monde. Bravo. Merci, Fernel. Merci, salut, bonne journée tout le monde. Je suis désolée, c'est qu'il y a une autre conférence qui arrive après, donc c'est pour ça. Mais en tout cas, bravo, merci beaucoup, Denis. J'ai besoin de traîner des trucs, non? Vous-tu amènes ça? Tu t'en occupes? Donc, ceci conclut mon animation avec vous. Donc, c'est parti pour une courte pause. Je vais vous demander de sortir de la salle parce qu'on va préparer la prochaine conférence. Donc, il faudrait que tout le monde sorte avant de pouvoir re-rentrer dans un quart d'heure, s'il vous plaît.